Bonjour et bienvenue à l'émission Choisie. La semaine dernière, nous avions écouté cet avocat spécialisé en droit de l'éducation et qui nous parlait comment nos enfants sont formés à l'école. L'école publique, l'école privée et l'école à la maison. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos questions. C'est effectivement un sujet sur lequel nous reviendrons certainement, étant donné les réactions que nous avons reçues. Nous allons poursuivre dans cette démarche qui concerne, comme nous l'avons dit, l'humain, qui concerne le très humain. Et un des domaines où le très humain est particulièrement, je dirais, sensible, est particulièrement mis à l'épreuve, c'est l'entreprise. En effet, bien des souvent, nous avons l'impression qu'au sein de l'entreprise, au sein des sociétés dans lesquelles nous travaillons, eh bien nous sommes un peu comme des robots. Et d'ailleurs, dans certains pays, on voit que les humains sont remplacés par des robots. On le voit d'ailleurs aussi chez nous, où les gens à la banque, les guichetiers, ont parfois été remplacés par des guichets automatiques et donc par des robots. Alors, aujourd'hui, pour aborder cette question de l'humain dans l'entreprise, nous avons un interlocuteur privilégié, un interlocuteur particulier dont l'entreprise a gagné le trophée d'or des victoires du capital humain. Bonjour, Monsieur Gonzague Le Bigot, merci d'être avec nous. Bonjour Bertrand, merci beaucoup de m'avoir invité pour évoquer ce sujet passionnant. Alors, tout de suite une question, votre entreprise a gagné donc le trophée des victoires du capital humain. Alors, une question simple, qu'est-ce que c'est que l'entreprise éthique? Alors, moi j'aurais posé une autre question avant, c'est qu'est-ce que c'est que l'éthique? Et pour nous, en tout cas, l'éthique, c'est réfléchir à poser des actes justes et bons pour les hommes, c'est-à-dire soit pour moi-même, soit pour ceux qui m'entourent. Et du coup, ce n'est pas l'entreprise qui pose des actes, ce sont chaque personne dans l'entreprise qui pose des actes. Alors, par abus de langage, on parle d'entreprise éthique, mais je pense qu'on pourrait dire qu'une entreprise éthique, c'est une entreprise dans laquelle les dirigeants posent les conditions qui permettent à chacun de réfléchir pour poser des actes justes. Alors après, la question suivante, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte juste? C'est ça, alors là, vraiment, j'allais dire, bonne question. Déjà, votre réponse suscite de nombreuses questions. Et avant de rentrer vraiment dans l'acte juste, moi j'aurais une autre question, parce que bien souvent, les employés, les salariés de l'entreprise, d'une entreprise, ils vont dire, mais c'est l'entreprise qui décide telle et telle chose. On a rarement l'impression que c'est monsieur le directeur, monsieur le supérieur, ou on va parler plutôt de groupe, on va dire les actionnaires ont demandé ça, ou on voit dans l'entreprise plutôt une déshumanisation. On voit rarement que c'est monsieur un tel avec monsieur un tel ou madame une telle qui effectivement demande telle chose. Alors ça, c'est un sujet passionnant, justement dans le cadre de l'éthique. Et on voit en ce moment des courants de management assez nouveaux qui tendent à inverser ce genre de choses. Je m'explique. Dans les entreprises jusqu'à aujourd'hui, effectivement, c'est le directeur qui décide et les collaborateurs, les salariés font ce qui est décidé par la direction. Du coup, on peut parler de déshumanisation puisque chaque ouvrier, salarié, collaborateur doit faire ce que son chef lui dit de faire. Aujourd'hui, on inverse un peu les choses et il y a beaucoup d'entreprises où on laisse l'initiative aux collaborateurs de pouvoir exploiter leurs talents, de pouvoir exprimer ce qu'ils sont pour réaliser leur travail. Et ça nécessite une chose importante au niveau de la direction, c'est que la direction, comme son nom l'indique, doit indiquer la direction où va l'entreprise pour que chaque collaborateur puisse décider les actions à mener pour aller dans le sens de l'entreprise. Alors là, vous êtes en train de faire la distinction peut-être entre la direction et le sens ou Non, pour moi, là, dans mes propos, c'est un peu la même chose. On parle, nous, dans notre entreprise, de vision, c'est-à-dire qu'on peut laisser l'initiative aux collaborateurs à partir du moment où ils savent ce que l'entreprise veut réaliser, là où elle veut aller. On a l'habitude de dire, il n'y a pas de bon vent pour un navire sans cap.
Si un navire ne sait pas où il va, eh bien, il n'y a jamais de bon vent. Voilà. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, même l'ouvrier qui est au bas de l'échelle, eh bien, c'est lui qui connaît le mieux sa machine et qui sait si effectivement il faut faire un trou pour refroidir un moteur ou s'il faut plutôt changer le moteur, parce que faire le trou ne changera rien et mieux vaut faire appel à notre système. C'est exactement ça. Alors, moi, je ne connais pas bien le monde industriel parce qu'on est une entreprise de service, mais il y a beaucoup d'exemples dans le monde industriel où les dirigeants qui ont choisi ce mode de management nous disent, mais finalement, c'est l'ouvrier qui connaît le mieux sa machine. Il y a même des entreprises comme Favi en France qui ont supprimé les régleurs de machines parce qu'ils ont estimé que c'était l'ouvrier qui travaille sur cette machine qui est le mieux placé pour bien régler sa machine. Et c'est lui qui est le mieux placé pour faire le meilleur produit qui va sortir de la chaîne. Et certains dirigeants qu'on a entendus vont même jusqu'à dire, mais ce n'est pas moi qui fais vivre l'ouvrier, c'est l'ouvrier qui me fait vivre, parce que c'est lui qui fait le produit qui sort de la machine. D'accord, il y a des livres d'ailleurs passionnants qui racontent, et je pense, je ne sais pas si vous connaissez, mais le camp des saints de Raspail, qui montre bien que, effectivement, si jamais tous les ouvriers décident d'arrêter de travailler, eh bien, la machine s'arrête. Le système capitaliste dans lequel nous vivons, à ce moment-là, ne repose que sur des milliers, des millions de petites mains. Et si ces petites mains, à un moment donné, décident de dire « bah non », à ce moment-là, tout s'arrête. Alors, oui, tout à fait. Et pour revenir du coup à la question éthique, si on respecte la dignité de chaque personne dans l'entreprise et donc la dignité aussi de chaque ouvrier, de chaque collaborateur, on lui fait confiance, on lui explique l'objectif de l'entreprise et lui sait ce qu'il a à faire et c'est même lui le mieux placé pour savoir ce qu'il a à faire pour atteindre l'objectif. Alors, un chercheur français en économie qui travaille pour l'école de commerce, l'ESCP Europe, Paris, a écrit un livre, il s'appelle Isaac Getz, il a écrit un livre qui s'appelle Liberté et compagnie, et il explique ce nouveau mode de management. Il explique qu'on passe d'un mode de management du comment à un mode de management du pourquoi. Ça veut dire qu'autrefois, ou en tout cas dans beaucoup d'entreprises encore aujourd'hui, on explique à chaque personne comment faire son travail, alors que le nouveau mode de management nécessite d'expliquer pourquoi je travaille. Et à partir du moment où on croit dans les personnes, à partir du moment où on fait confiance dans les personnes et qu'on leur explique pourquoi on fait telle tâche, eh bien, ils savent très bien comment la faire d'eux-mêmes. Et ça, malgré tout, c'est une vraie révolution. Ça paraît très simple comme ça dans les mots, mais c'est une vraie révolution parce que les managers se sentent en danger, ils ne contrôlent plus le travail des personnes, ils n'ont plus de tableau de suivi, etc. Ils ne contraignent plus les personnes à réaliser leur travail. Et c'est une vraie révolution pour les managers. Alors, j'allais dire, il y a une révolution dans les deux sens. C'est-à-dire que, comme je le disais en introduction, d'un côté, on voit des robots qui arrivent, qui prennent le travail des humains. Et certains journaux parlent même de 80 à 95% du travail humain qui pourrait être remplacé par des robots. Et de l'autre côté, on voit cet autre courant dont vous parlez qui effectivement dit « Non, non, faisons confiance aux petites mains dont on parle. » Alors, faisons confiance aux petites mains, c'est un peu péjoratif, et faisons confiance à tout le monde dans l'entreprise. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans ce nouveau mode de management, le manager a toujours un rôle, mais on inverse la délégation, et c'est le manager qui est au service de l'ouvrier, du collaborateur. Le collaborateur réalise la tâche qu'il a réalisée, il sait comment la réaliser. Dès qu'il arrive en limite de compétence ou qu'il ne sait plus comment s'y prendre, il se tourne vers son manager et il lui dit « Là, je ne sais pas comment faire, peux-tu m'aider ?» Et le manager a une nouvelle posture de dire « Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» Ça change tout. Auparavant, le manager disait « Voilà comment tu dois faire » et le collaborateur est en fait au service du manager, alors que là, tout est inversé. Il y a un gros mot qui se cache derrière tout ça, ça s'appelle la subsidiarité. Mais dans les faits, c'est exactement ça. Subsidiarité qui veut dire, en français, effectivement, responsabilité. Enfin, comment vous expliqueriez ce mot? Alors, ce qui se cache derrière, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on fait confiance dans les qualités, dans les talents de chaque personne.
Et du coup, on pense qu'il est capable de faire la tâche pour laquelle il a été embauché dans l'entreprise. D'accord. Et ça nécessite... Voilà. Alors, ça veut dire qu'il va faire des actes justes. Et donc, on en revient à votre question de départ. Hein. Finalement, c'est quoi l'acte juste? Alors, ça, c'est très compliqué parce que chaque personne peut avoir des références, des valeurs différentes. Du coup, il est très important, dans le cadre de l'entreprise, de fixer des valeurs communes à l'ensemble des collaborateurs. Et ça, c'est le deuxième point. Après la vision, le cap qu'on a fixé, il faut qu'on définisse les valeurs qui vont donner le cadre de jeu dans lequel chaque collaborateur pourra réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Et ces grandes valeurs, en tout cas pour nous, en tant qu'entreprise de service, on les a définies. C'est la dignité de la personne. On respecte toutes les personnes, que ce soit des fournisseurs, des clients, des collaborateurs. La deuxième, c'est le bien commun. On ne fait rien pour soi-même, on réfléchit toujours les actions qu'on mène en fonction de ce que ça va apporter à chaque partie prenante. Et nous, ce bien commun en tant que groupement d'achat, ce n'est pas un fin mot, puisque les groupements d'achat ne sont pas forcément connus pour leur éthique. Et nous, on se bat pour que chaque partie prenante, le fournisseur avec qui on se bat pour avoir des bons prix, et notre adhérent, nos clients, on les appelle des adhérents, et nous-mêmes, chacun trouve son intérêt dans le contrat qu'on va passer. Ça, c'est très important. Il y a une autre valeur qui est définie au CED, c'est la solidarité. Et enfin, la dernière valeur, c'est la subsidiarité dont je viens de vous parler. Et une fois qu'on a défini le cap et les valeurs, on estime que les personnes ont tous les éléments pour réfléchir et poser des actes justes. D'accord. Mais j'allais dire, tous ces éléments, beaucoup d'entreprises en parlent, se gargarisent, hein, se vantent de dire ça, mais concrètement, je vais citer je vais pas citer de nom d'entreprise, mais on a en tête, par exemple, je pense à une entreprise de restauration rapide américaine qui est dans le monde entier ou presque, et effectivement, elle utilise des grands termes pour dire j'accueille, je respecte, etc. Mais techniquement, les salariés ne sont pas forcément les mieux traités de la Terre. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un décalage parfois entre le langage et... Alors là, il y a toujours un décalage, quelle que soit l'entreprise. Pourquoi? Parce que le cœur de toute la réflexion, c'est l'homme, c'est la patte humaine. Et on sait bien qu'il y a toute la bonne volonté du monde, peut-être de bien faire les choses, et on sait tous qu'on dérape de temps en temps et on ne fait pas ce qu'on voudrait faire. Donc ça, je dirais que c'est le fait même que c'est l'homme qui est au cœur de toutes ces réflexions. Alors, malgré tout, la grande difficulté qu'on a eue, nous, pour définir ces valeurs et pour les mettre en avant, c'est qu'on se retrouve avec des mots bien faibles par rapport à ce qu'on vit déjà, par rapport à ce qu'on veut vivre, et on a l'impression que d'autres entreprises emploient les mêmes mots mais ne mettent pas derrière les mêmes réalités. Et là, on se trouve devant une difficulté, et l'éthique qu'on a définie au CEDRE aussi, c'est on veut toujours apporter des preuves et des faits concrets. On ne veut pas d'abord parler des valeurs, on veut d'abord parler de choses qu'on vit, et ensuite on met des mots derrière pour pouvoir en parler. Je peux vous citer un exemple. Donc, en tant que groupement d'achat, notre métier, c'est de négocier des conditions commerciales intéressantes, avantageuses pour nos adhérents. Et du coup, on se bat, entre guillemets, avec les fournisseurs pour avoir les meilleurs prix possibles. Et ce qui est très étonnant, c'est que quand on interroge des fournisseurs, on organise 2 fois par an des salons pour nos adhérents. Et moi, j'aime bien aller voir les fournisseurs en leur demandant « Mais quel intérêt vous avez au CEDRE? Qu'est-ce que vous pensez du CEDRE ?» Et d'eux-mêmes, ils nous disent vous êtes un groupement un peu différent parce que vous respectez votre parole, parce que il y a une réelle contrepartie dans les contrats qu'on signe avec vous, parce que vos adhérents payent dans les délais systématiquement, parce que quand il y a un litige avec un adhérent, vous intervenez. Et donc ça, ce sont des faits très concrets qui nous prouvent qu'on vit les valeurs qu'on essaye de mettre en avant. Un fournisseur, un autre exemple, on parlait de dignité de la personne.
on entend parler dans beaucoup d'écoles de commerce, etc., de techniques de négociation où on met sous pression la personne qui vient négocier. Nous, c'est hors de question. Le fournisseur qui vient, la personne, parce que derrière chaque fournisseur, c'est toujours des personnes. C'est pour ça que c'était important de le dire au début de notre entretien, que derrière l'éthique se cachent des personnes et pas des nébuleuses ou de je ne sais trop quoi. Et du coup, les personnes qui viennent négocier avec nous, on les accueille, on leur offre un café, on les installe convenablement, on ne les met pas sous pression, même si la discussion peut être rude, même s'il faut qu'on défende notre bout de gras, même si le ton peut monter, mais c'est toujours dans le respect des personnes. Alors quand je dis ça, ça peut paraître un peu idéal. En tout cas, c'est la volonté qu'on a de le vivre de cette façon-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelquefois des dérapages. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas quelquefois des difficultés au sein d'entreprises, d'incompréhension entre personnes, de dérapage aussi, parce que, encore une fois, c'est l'homme qui est au cœur de tout ça. Puis l'homme a toujours, dans sa vie personnelle, j'allais dire, quand je ferme la porte de chez moi, je ne suis pas un être différent, je ne laisse pas, je trimballe mes soucis, mes joies, mes préoccupations, mes peines et mes souffrances, toujours avec moi. Hein, donc, oui. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites, c'est que il y a pratiquement un an, le fondateur du CEDRE, justement, a fait un discours devant toute l'entreprise, devant les 100 collaborateurs, pour justement initier ce nouveau mode de management. Et dans son discours, il nous dit un de ses souhaits prioritaires, c'est qu'on puisse être soi-même à l'entreprise comme à la maison. Alors, il employait le mot d'unité de vie. C'est le souhait, en tout cas dans notre entreprise, et ça, c'est une valeur éthique forte, c'est je ne suis pas différent dans l'entreprise de ce que je suis chez moi. Sinon, on saucissonne la personne et donc on ne respecte pas la personne. Et je vous parlais tout à l'heure de cette valeur de dignité de la personne, de respect de la personne, et ça, c'est fondamental. On ne veut pas demander ici au CEDRE à des collaborateurs de faire des choses qu'ils ne voudraient pas faire, ou en tout cas qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont. Alors si jamais ils ne sont pas d'accord avec les valeurs de l'entreprise qui sont clairement affichées et définies, ben, c'est presque à eux de prendre la décision de ne plus rester. Voilà, ça c'est autre chose. D'accord. Alors on comprend par rapport à votre entreprise, hein, mais de manière générale, effectivement, pour quel que soit d'ailleurs son poste dans l'entreprise, pour quelqu'un qui est dans une entreprise, et la plupart de ceux qui nous regardent travaillent dans des entreprises, qu'ils en soient le propriétaire, qu'ils en soient le salarié, et encore une fois, quel que soit leur niveau dans l'entreprise, eh bien, c'est pas eux qui... Certains subissent, j'allais dire, le fait d'être dans l'entreprise et subissent... Est-ce que vous pensez, je reviens à cet acte juste, est-ce qu'il peut poser des actes justes? Est-ce qu'il peut... comment il peut, par rapport à cette entreprise, être vraiment intégré ou j'allais dire, comment l'entreprise, s'il est cadre de cette entreprise, peut l'intégrer? Alors moi, je suis intimement, personnellement convaincu que chacun peut poser des actes justes dans son entourage. Alors, effectivement, en fonction du niveau hiérarchique de l'entreprise, les actes qu'on pose peuvent avoir plus ou moins d'influence sur l'ensemble de l'entreprise ou juste sur l'environnement. Mais quelqu'un qui est sur une chaîne et qui aide son voisin dans la production pose déjà un acte juste qui est bon pour son collègue et qui va être bon pour lui parce que le fait même de poser un acte juste me fait grandir moi-même. Et moi, je suis convaincu que même dans une entreprise où il peut y avoir des valeurs ou des demandes qui ne correspondent pas tout à fait à ce que moi je souhaite vivre en tant que valeur, je peux, dans mon entourage proche, poser des actes qui permettent, pourquoi pas, de faire avancer la réflexion des uns et des autres. D'accord. Alors on va se concentrer justement sur cette entreprise. J'allais dire, comment on peut transformer l'entreprise dans laquelle on est pour qu'elle devienne plus juste. Je pense par exemple à certaines publicités qui sont faites où finalement on voit un décalage entre un message et des valeurs, où il peut parfois y avoir des décalages assez grands. Je pense à une entreprise qui fait un message en disant félicitations, etc. Puis on voit des gens qui sont en train de s'amuser, alors qu'au contraire, ce qui est dit d'un point de vue oral ne correspond pas à l'image qu'on voit. Eh bien, comment on peut
rendre l'entreprise plus juste? Alors, cette question, enfin, comment des collaborateurs d'une entreprise peuvent contribuer à rendre l'entreprise plus juste? C'est ça la question. Alors, ça dépend effectivement du niveau hiérarchique de la personne, mais par exemple, un collaborateur peut proposer de voir des émissions comme celle-là pour inciter les uns les autres à réfléchir. Ensuite, il y a le fait de témoigner par les actes que je pose. Et poser des actes, n'importe qui dans l'entreprise qui pose des actes, qui aide les autres à grandir, à avancer, peut faire bouger et faire réfléchir la hiérarchie, le chef, les collaborateurs. Ça, moi, j'en suis persuadé. Et puis, ultimement, et ça arrive malheureusement, mais ça peut arriver. Moi, j'ai un exemple d'un ami qui était dans une entreprise où on lui demandait de poser des actes qui sont contraires à sa morale personnelle, notamment dans la dimension commerciale de la facturation à des clients. Eh bien, il a posé l'acte fort de démissionner. Alors, profondément, ça l'a rendu heureux. Je disais au tout début que les actes justes sont des actes qui nous font grandir, qui nous rendent plus heureux nous-mêmes et qui rendent plus heureux les autres. C'est pas être plus heureux du style bisounours, ça peut être douloureux, mais cette personne m'a témoigné très récemment que le jour où il a décidé de quitter l'entreprise, il était au fond de lui beaucoup plus serein, beaucoup plus paisible, et c'est ça le vrai bonheur, c'est d'être en accord entre les actes qu'on pose et ce qu'on croit profondément. C'est pas toujours facile, mais ça peut être un acte ultime pour faire réfléchir une entreprise, ça peut être de décider de partir. Oui, d'autant que ce que vous signifiez là, c'est vraiment un acte fort parce que bien souvent, on est tenu par le remboursement de la voiture, de la maison, payer des choses aux enfants. Donc, quand on démissionne, forcément, on doit renoncer à une partie de cela. Alors, oui, c'est pour que ce soit un acte juste, et en réfléchissant aussi à ce qui pour nous est une valeur importante qu'on appelle le bien commun, c'est qu'il ne faut pas non plus me mettre en danger déraisonnable. Alors, c'est un peu tranché cet exemple pour montrer, on exagère toujours les exemples pour que ce soit fort, mais je me souviens, moi, dans une entreprise dans laquelle j'ai travaillé avant d'arriver ici, il arrivait un moment où je n'étais plus d'accord avec certaines options. Bon, je n'ai pas démissionné avant de trouver un autre travail. J'ai d'abord cherché un autre travail avec la volonté justement de quitter l'entreprise. Et voilà, j'ai réfléchi pour voir comment poser cet axe de façon juste. Effectivement, j'étais marié, j'avais des enfants, il ne fallait pas que je mette ma famille dans une difficulté qui n'était pas raisonnable. Mais voilà, j'avais décidé de changer, j'ai pris les moyens et ensuite je suis parti pour une autre entreprise. Voilà. Une entreprise plus juste. Oui, plus juste, qui vit ses valeurs. Et mais voilà, donc c'est très bien, je suis très heureux. D'accord. Et j'allais dire, je voudrais vraiment continuer là-dedans parce que, notamment, il y a des métiers qui sont particulièrement à risque. Je veux dire, par exemple, les huissiers, où effectivement, on va devoir, quand ils vont devoir saisir des biens, parfois, on voit bien que certaines banques ont poussé des personnes à acheter à la consommation. Et finalement, les personnes qui sont dépouillées, voire même mis à la rue, est-ce que finalement ce ne sont pas des victimes? Et est-ce que certains métiers ne sont pas profondément injustes? Alors ça, c'est une question délicate. Certains métiers injustes, oui, mais ce n'est pas l'exemple que vous avez pris auquel je pense. Mais je pense qu'il peut y avoir des métiers profondément injustes quand la finalité du métier ne correspond pas, ne respecte pas la dignité de la personne. Donc ça, pour moi, je pense qu'il y a des métiers, voilà. Mais l'exemple de l'huissier, alors j'ai jamais réfléchi dans ce sens-là, mais est-ce que c'est le métier de l'huissier qui est injuste ou est-ce que c'est le système global qui a mis des personnes dans une situation injuste? C'est pas forcément l'huissier dans votre exemple qui a un métier injuste, c'est plutôt la banque qui a incité la personne à acheter avec des crédits, qui se retrouve dans une situation impossible et qui là, voilà, a un problème aujourd'hui.
Donc voilà, attention à bien voir d'où vient le problème. Oui, oui, non, non, mais c'est justement pour ça que je posais comme ça cette question, de manière à ce qu'effectivement, parce que souvent on accuse, j'allais dire, on accuse le facteur qui vient apporter la lettre, alors que lui n'est que le bout de la chaîne qui est parfois très très longue. Alors, il y a deux choses, c'est que si on respecte bien les personnes, effectivement, la personne qui reçoit le courrier va être affectée par ce courrier et forcément sa rancœur ou sa surprise va s'exprimer avec celui qui l'a sous la main. Donc ça peut tout à fait se comprendre et il faut tout à fait respecter la réaction de la personne. Maintenant, si on prend du recul et qu'on veut réfléchir, c'est vrai que ce n'est pas le facteur qui est la cause de son problème, c'est même pas l'huissier qui va venir, c'est effectivement le système. La difficulté, c'est de se poser la question de savoir, moi personnellement, qu'est-ce que je peux faire dans ma sphère d'influence? Ce n'est pas moi qui vais changer le système bancaire dans le monde. En revanche, la question qui me semble intéressante d'être posée, c'est qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux poser comme acte là où je suis pour faire avancer les choses. Alors je vous remercie de cette question puisque justement nous arrivons au terme de cette émission et vous savez que l'émission choisie se termine toujours par une question de manière à ce que chacun, en son âme et conscience, je dirais, eh bien, choisissent de s'engager dans la vie, choisissent la vie et donc puissent faire un choix. Alors, oui. On termine donc par une question, votre question. C'était justement cette question que je voulais vous poser. Je voulais poser à chacun des téléspectateurs, c'est en regardant mon entourage, quel acte je peux poser pour rendre le monde meilleur autour de moi. Ne pas tout de suite penser à tout ce qui va mal à l'autre bout du monde, mais autour de moi, qu'est-ce que je peux faire pour rendre le monde meilleur près de moi? Voilà ma question. Merci beaucoup. Avec joie. Merci à tous les spectateurs, à vous tous qui nous regardez. Vous savez que vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vos réflexions et nous ferons toujours un plaisir de vous répondre. Vous avez notre adresse courriel qui s'affiche à la fin de l'émission. À la semaine prochaine.